Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and we... Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et nous devons parler de la plus grande nouvelle de la semaine dernière. Nous avons désormais une rencontre convenue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, confirmée par toutes les parties. Elle aura lieu vendredi 15 août et se tiendra en Alaska, pas dans un pays tiers neutre, mais, bien sûr, le territoire américain. Certains disent qu'il y a des inquiétudes concernant la sécurité de Vladimir Poutine. Mais je dois dire que cela semble probablement une affaire simple, car ces deux superpuissances souhaitent se rencontrer. Et il est vraiment inconcevable que les États-Unis puissent, d'une manière ou d'une autre, faire quoi que ce soit aux dirigeants russes pendant sa visite. De plus, comme il ne s'agit pas d'une visite d'État officielle, c'est tout simplement impensable. Ce serait la Troisième Guerre mondiale si quoi que ce soit arrivait à Vladimir Poutine aux États-Unis. Nous pouvons donc également nous attendre à ce que cela se déroule dans une ville assez proche de la frontière russe. Je veux dire, il faut se rappeler qu'Alaska est juste à côté de la Russie, à seulement 50 à 100 km de l'extrême-orient russe. C'est donc un lieu de rencontre simple. C'est un endroit facile d'accès pour eux deux. Et comme ce sera loin de l'Europe et de tout endroit où même les Ukrainiens pourraient se présenter, où les Européens pourraient semer des troubles, c'est aussi un lieu assez sûr. Et Donald Trump a donné une conférence de presse l'autre jour, déclarant qu'un échange de territoire serait inclus dans cet accord. Il n'est pas entré dans les détails, mais il semble que, jusqu'à présent, cette rencontre entre les deux, étant donné la façon dont elle a été préparée, avec également Witkov se rendant à Moscou, la discussion de 3 heures avec Vladimir Poutine et les négociations non rapportées qui ont eu lieu, et nous savons désormais qu'elles ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie, a dû aboutir à une forme d'accord préliminaire sur la manière dont cela doit avancer, et qu'il y aura des échanges de territoire. Maintenant, les échanges de territoire, qu'est-ce qui est proposé ici? Regardons cela. Pour l'instant, rien n'est proposé. Nous n'en savons rien. Nous savons seulement où se situent les réalités militaires à l'heure actuelle. Et il semble que les réalités militaires commencent à s'imposer, que les États-Unis ne peuvent plus simplement ignorer le fait que la Russie a réalisé des avancées très significatives et a consolidé une grande partie du territoire en Ukraine, et que cela constitue désormais une réalité pure et simple. Les Européens, eux, sont encore dans une sorte de fantasme, n'est-ce pas? Ils exigent simplement que la Russie rende tout ce territoire et se retire, y compris de la Crimée, puis qu'elle verse des compensations et présente des excuses. Les Européens restent persuadés que c'est la seule issue possible, y compris des procès pour crimes de guerre, après quoi ils seraient prêts à accepter une forme de paix avec la Russie. Mais cela est évidemment totalement absurde. Mais les Européens restent les Européens, et ils sont prisonniers de leur propre récit, enfermés dans leur petit monde. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que la seule puissance militaire, la seule puissance économique et politique qui compte réellement les États-Unis, comprend que la guerre, en tant que telle qu'elle a été menée, touche à sa fin. Et ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est l'Alliance, l'Occident collectif, qui est en train de perdre sur le champ de bataille. Le choix qui s'offre désormais aux États-Unis est de savoir s'ils vont parvenir à une forme d'entente afin de créer ce que l'on pourrait appeler une paix par procuration, et j'y reviendrai plus tard, ou s'il s'agira d'une défaite évidente des États-Unis, d'une défaite de la puissance américaine, ou bien si les États-Unis parviennent encore, d'une manière ou d'une autre, à se retirer de cette situation. Maintenant, encore une fois, les réalités du champ de bataille sont les suivantes. Les Russes contrôlent toute la région de Luhansk, ainsi que des parties de Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson. Et nous savons, bien sûr,
que Vladimir Poutine et les Russes affirment que non, ces 4 territoires doivent tous nous revenir. C'est ce qu'Alex Christoforou sur The Duran et Alexander Mercouris appellent Istanbul Plus. Ainsi, l'accord, qui, apparemment, est toujours sur la table du côté de M. Poutine, c'est que l'on obtient une Ukraine neutralisée, qui n'est pas membre de l'OTAN, que l'on obtient ces 4 territoires, et qu'en échange, il y aura une forme d'accord garantissant que le reste de l'Ukraine aura un avenir indépendant. Certains, en Occident, appellent cela une Ukraine résiduelle, mais je pense vraiment que c'est un abus de langage. Ce sera simplement l'Ukraine sans ces territoires. It's just going to be Ukraine without these territories. Now, what kind of swap could this include? I mean, Quel type d'échange cela pourrait-il inclure? Je veux dire, si l'on se fie aux propos de M. Trump, les seules terres que la Russie pourrait échanger avec l'Ukraine sans réellement franchir ses propres lignes rouges, jusqu'ici établies, seraient les bandes de territoire dans les régions de Kharkiv et de Sumy, qu'elle occupe également, et auquel M. Lavrov a fait référence comme étant la future zone tampon russe à l'intérieur de l'Ukraine. Autrement dit, la Russie pourrait accepter de les rendre à l'Ukraine et de se retirer de ces endroits en échange de l'abandon par l'Ukraine du reste de Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson, que les Russes ne contrôlent pas actuellement. Il existe une seconde option qui aurait du sens d'un point de vue militaire. Et cette option serait que les Russes soient prêts à céder des parties de Zaporizhia et de Kherson, à savoir les zones situées au-delà du Dniepr. Une chose me semble très importante. Le Dniepr constitue ici une position extrêmement défendable. C'est une sorte de frontière naturelle. Donc en théorie, on pourrait imaginer que les Russes soient prêts à dire « D'accord, nous-mêmes selon notre constitution actuelle, considérons actuellement ces terres au-delà du Dniepr, mais toujours à l'intérieur des oblasts de Kherson et de Zaporizhia, comme faisant partie de la Russie. Et dans le cadre d'un grand compromis, nous sommes prêts à y renoncer, et même à modifier la constitution russe afin de changer les frontières administratives de ces 2 oblasts pour pouvoir légalement, selon la constitution et la loi russe, y renoncer. Je veux dire, je dois insister, n'est-ce pas? La question est de savoir ce que revendiquent les 2 parties. Et bien sûr, les Ukrainiens affirment que tous ces territoires leur appartiennent, y compris la Crimée. Les Russes, quant à eux, affirment maintenant que non. Tous ces territoires, y compris la Crimée, sont à eux. Donc lorsque nous parlons d'un échange, la manière dont nous définissons ce qu'est cet échange est très importante. Et il y a bien sûr un argument très fort qui dit que si Vladimir Poutine renonce à ces territoires, ce serait en réalité une défaite partielle pour la Russie. Car la Russie a déjà clairement indiqué que ce sont ses lignes rouges et qu'elle exige que l'ensemble de ce territoire lui soit attribué. Donc, si la Russie se contente de moins que l'ensemble du territoire, plusieurs partisans de la ligne dure et de nombreuses personnes critiqueront leur président pour ne pas avoir poursuivi l'opération militaire spéciale. Car il est désormais évident que s'ils continuent simplement ce qu'ils font, cette guerre d'usure, la rupture des lignes de front, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises, ils ont percé les lignes de front encore et encore. Ce n'est plus une guerre statique. Les Russes sont en marche, donc si vous continuez simplement à avancer, vous finirez naturellement par y arriver, et alors vous aurez tout. Voilà l'argument que tiendront les faucons russes. Pour les Ukrainiens et pour les Européens, c'est clairement inenvisageable, et ils le disent d'ailleurs ouvertement. En fait, dans cet article ici, il est également mentionné que les Européens, pris de panique, essaient même de discuter avec les Américains. Et les États-Unis, l'équipe Trump, font quelque chose d'assez intelligent. Ils l'avaient déjà fait auparavant. Ils envoient maintenant J.D. Vance en Europe. Donc Vance, je ne sais pas s'il y est encore ou non, mais il est allé en Europe hier, il a parlé aux Britanniques, et il a aussi rencontré des Ukrainiens. Ils avaient déjà fait cela aussi,
lorsque les premiers appels téléphoniques ont eu lieu avec Vladimir Poutine. Et vous pouviez voir comment différents envoyés de Trump étaient envoyés en Europe afin de leur parler et en réalité de les occuper, simplement de les occuper, pendant que l'équipe de Trump elle-même et les Russes discutent entre eux, et de s'assurer que les Européens aient l'impression d'avoir encore un lien avec Donald Trump, et de pouvoir, d'une certaine manière, encore influencer le processus. Alors qu'en réalité, tout ce que fait J.D. Vance, c'est simplement les accompagner pendant que les décisions inévitables seront prises entre les dirigeants des superpuissances. Cela va être une décision, un grand compromis entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et les Européens n'auront rien à dire là-dedans. Ils sont indignés, ils sont furieux. Et vous lisez aussi que Zelensky, bien sûr, rejette toute idée d'échange de territoire proposée par Trump. Évidemment, il le fait, et il dit non, non, non. Aucun accord de paix ne peut être conclu sans l'Ukraine. Nous ne l'accepterons pas. Le fait est que c'est une guerre par procuration. Ce sont les États-Unis d'Amérique, et en partie avec et à travers l'OTAN, qui mènent une guerre contre la Russie. Ainsi, les Européens et les Ukrainiens, bien sûr, continuent de prétendre que non, 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 il s'agit d'une guerre d'agression des Russes contre l'Ukraine. Donc c'est à l'Ukraine de décider de la suite des événements. Mais en réalité, au fond, il s'agit d'un affrontement entre Moscou et Washington. Il y a d'autres dimensions au conflit, c'est certain, notamment celle du Donbass, cela ne fait aucun doute. Mais le niveau géostratégique global, important, c'est Washington et Moscou. Et nous en sommes maintenant au point où les deux parties donnent clairement à entendre qu'elles le comprennent également de cette manière. Parce qu'il faut garder à l'esprit que depuis 6 mois, l'équipe Trump, l'administration Trump, faisait semblant d'être encore un observateur neutre, n'est-ce pas? Elle jouait le rôle de médiateur entre l'Ukraine et Moscou. Et cette mascarade de médiation est en train de s'effondrer, n'est-ce pas? Elle disparaît, et il faut qu'elle disparaisse, et c'est une bonne chose qu'elle disparaisse, parce que cette mascarade ne reflète pas la réalité. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il faut un grand compromis, une grande entente stratégique entre Washington et Moscou pour d'en haut mettre fin à cette guerre et aussi améliorer la situation. Et bien sûr, comme les Russes ne cessent de le répéter, travailler sur les causes profondes. Et les causes profondes, c'est l'absence d'une structure de sécurité. Les Russes n'ont cessé de répéter, et la dernière fois, de manière très très forte, en décembre 2021, lorsqu'ils ont envoyé ces projets de traité à Washington et à Bruxelles, qu'ils avaient besoin d'un arrangement de sécurité. Cet arrangement de sécurité devait inclure une Ukraine neutre. Il faut être clair à ce sujet. Ensuite, il fallait régler d'autres détails. Des accords sur les missiles à portée intermédiaire, des accords de stationnement, des accords de contrôle des armements, des mécanismes permettant d'assurer une sécurité partagée afin de garantir que la sécurité de l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre. Et les Américains, les Européens, l'OTAN à cette époque, l'administration Biden, ils ont immédiatement fermé la porte à cette proposition. Et ils ont dit non, Russie, tu t'assois, tu acceptes ce qu'on te donne, et tu te tais. Et les Russes disent, non, d'accord, très bien, dans ce cas, nous nous battons. Et ils se sont battus pendant plus de 3 ans. Même lorsque l'administration Trump est arrivée, elle a continué à faire semblant d'être un médiateur neutre. Mais elle n'a pas abandonné son effort de guerre. Ils ont dit, écoutez, cela ira de pair. Nous faisons de la diplomatie, comme nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours dit que nous étions prêts à faire de la diplomatie, mais nous allons mener l'opération militaire en même temps, parce que c'est la seule langue que les Européens et les Américains comprennent réellement.
Je dis en fait, nous n'allons plus nous laisser berner par ces promesses creuses, donc nous allons mener les deux de front, une approche militaire et diplomatique en parallèle. Et c'est ce qu'ils font. Ils en sont maintenant au point où les Américains sont forcés de négocier, car de plus en plus de défaites militaires sur le champ de bataille deviennent inévitables. Même les plus grands soutiens de l'Ukraine, comme Julian Rupke, un correspondant de guerre allemand, constatent que les lignes de front ne tiennent plus et que les Russes percent endroit après endroit. Donc, pour les États-Unis, la véritable question est de savoir comment s'en sortir. L'équipe de Trump, pendant longtemps, a également continué d'écouter ces néoconservateurs. Mais toutes les propositions venant de ce camp, y compris les sanctions écrasantes, l'envoi de plus d'armes, et ainsi de suite, tout cela a échoué. Et Trump semble maintenant revenir à son idée initiale de retirer les États-Unis. Parce que réfléchissons-y un instant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les options pour les États-Unis? Parvenir à un accord avec les Russes, un accord stratégique global, incluant des échanges de territoires, peu importe ce que cela implique, puis essayer de l'imposer aux Ukrainiens et aux Européens. Les Européens ont moins leur mot à dire dans cette affaire. Mais en réalité, pour que cela fonctionne comme la Russie le souhaiterait également, c'est-à-dire parvenir à une véritable solution, qui inclut bien sûr une solution juridique, les Russes sont très légalistes. Vladimir Poutine est très attaché à la légalité, et il l'a répété à maintes reprises. Ils veulent une solution appropriée. Pour cela, il faudrait que les Ukrainiens signent cet accord, et cela sera difficile à obtenir. Mais pour les Américains, cela signifie qu'ils exerceront des pressions, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Vous vous souvenez de la discussion, du ton condescendant envers Zelensky à la Maison-Blanche? Pour en arriver au point où ils acceptent quelque chose qui, pour eux, c'est encore inimaginable à l'heure actuelle. Mais c'est ce qu'est réellement un accord de paix, ou de reddition, n'est-ce pas? Le Japon s'est rendu pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils l'ont formulé comme « souffrir l'insupportable », endurer l'inendurable. Et pour les Ukrainiens, ce sera cela. C'est ce que signifie perdre une guerre. Donc maintenant la question est, si vous pouvez en arriver au point où les Ukrainiens acceptent cela, alors vous avez aussi une solution juridique entre la Russie et l'Ukraine. S'ils le rejettent, et si les Européens jouent les troubles faits, en continuant de livrer des armes et en continuant, en quelque sorte, de féliciter les Ukrainiens et de les soutenir dans leur refus d'abandonner, ce que les États-Unis peuvent faire, une fois qu'ils ont signé cet accord, c'est dire « Très bien, maintenant c'est à vous. Nous allons retirer tout notre soutien militaire. Vous ne recevrez plus d'armes et nous interdisons toute vente d'armes passant par les Européens à destination des Ukrainiens. » Je veux dire, les États-Unis ont le pouvoir de retirer cet oxygène militaire au conflit, ce qui accélérerait alors la défaite militaire de l'Ukraine. Cela signifierait que les Russes parviendraient à l'accord qu'ils négociaient avec les Américains, même grâce aux avancées militaires qu'ils réalisent. La question est donc de savoir si l'accord entre Moscou et Washington inclura une forme d'entente, selon laquelle, même si les Russes doivent avancer militairement, ils s'arrêteront à un certain point pour y installer leurs points de contrôle, leurs frontières et leurs paramètres de sécurité, en échange du fait que les Américains acceptent de ne plus soutenir l'Ukraine. Et surtout, que les Américains acceptent de mettre leur veto à toute idée d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. C'est peut-être l'un des plus grands atouts de négociation dont disposent les Américains. Ils peuvent proposer à la Russie non seulement de cesser d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, mais aussi d'y opposer leur veto. Donald Trump pourrait prendre un décret en ce sens.
offer an executive order to that extent, Donald Trump can offer to try to bring it through Congress. Donald Trump peut proposer d'essayer de faire passer cela au Congrès, de réellement créer un projet de loi au Congrès qui lierait également les mains des futures administrations. C'est quelque chose qui pourrait être fait. Et voici un point très important en matière d'affaires internationales. Nous avons tendance à penser que ces accords sont conclus entre ces grandes personnalités, ces dirigeants du pays, comme une poignée de main, et que cela s'arrête là. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Pour que ces accords deviennent ensuite applicables et aient force de loi dans le système national, ils doivent être ratifiés. Il faut donc une forme, un processus de ratification. Et c'est le cas pour tout type de traité. Chaque fois que des dirigeants concluent un traité, il s'agit en réalité d'un grand type de protocole d'accord. Mais avant que ces protocoles d'accord n'aient suivi le processus légal dans leur pays. Avant qu'ils ne soient adoptés, dans la plupart des démocraties, dans toutes les démocraties, c'est le Parlement. Avant qu'ils ne soient adoptés par le Parlement, ils ne deviennent pas encore une loi nationale. Et c'est également le cas pour les États-Unis. Si cela doit devenir un traité, et je suis absolument certain que les Russes vont insister pour avoir un traité avec les États-Unis à ce sujet, alors le traité doit aussi être ratifié par le Congrès aux États-Unis, et il doit être ratifié par le Parlement russe de leur côté. Une fois que cela est fait, cela devient une loi nationale et lie également les futurs exécutifs. Maintenant, si c'est la direction qu'ils prennent, et si le traité inclut ensuite des dispositions stipulant que les États-Unis A. opposeront leur veto à l'adhésion de l'Ukraine, B. n'autoriseront aucune vente, transfert ou transport d'armes de la part de fabricants américains, etc., vers l'Ukraine, alors cela bloquerait même la capacité de la plupart des États européens à fournir des armes, car beaucoup de leurs armes proviennent en réalité des États-Unis. Je veux dire, il existe de nombreuses possibilités dans lesquelles un accord approprié peut exercer une pression extrême sur les Européens et sur les Ukrainiens. Et il pourrait même les contourner, encore une fois, dans le sens où il pourrait donner à la Russie la permission de poursuivre effectivement son opération militaire, puis de s'arrêter à un certain moment, en échange du respect du traité, de l'accord. Il y a de nombreuses façons dont cela peut se produire, parce qu'ils sont les superpuissances. Ce sont eux qui détiennent les cartes militaires. Les autres ont relativement peu de moyens. Tout ce que les autres peuvent faire, c'est retarder ce processus. Et il est tout à fait approprié que cette guerre par procuration, ou cette guerre de coalition, ou guerre d'application, peu importe comment on veut l'appeler, se termine en réalité par l'action des grandes puissances, ou que la fin soit initiée par les grandes puissances, puis qu'elle se répercute ensuite. Car c'est au fond la nature même de tout ce conflit. Donc, le processus de ratification sera important. Ce n'est pas un processus simple, mais c'est une manière pour les États-Unis, avec les Russes, de s'assurer qu'ils parviennent à mettre fin à ce conflit et que les Européens ne puissent rien faire. Cela commence d'ailleurs à s'infiltrer dans les médias occidentaux. CNN a récemment titré « Le sommet Trump-Poutine en Alaska ressemble à une lente défaite de l'Ukraine. » Oui, cela ne ressemble pas à une lente défaite. C'est la défaite de l'Ukraine, car le choix pour les États-Unis se résume vraiment à soit redoubler d'efforts et risquer une escalade encore plus grande, jusqu'à risquer d'atteindre le niveau nucléaire, soit accepter que cela ne fonctionne pas. Et en réalité, aller jusqu'au niveau nucléaire. Vous savez, les États-Unis ont déjà tout essayé. Les États-Unis ont déjà engagé pratiquement toutes les armes conventionnelles dont ils disposaient dans ce conflit. Donc, en réalité, la seule chose qui reste à ce stade, c'est de risquer une escalade vers la guerre, vers le domaine nucléaire. Et l'Ukraine, même si les Ukrainiens détestent l'entendre, n'est pas une question existentielle pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est tout simplement pas l'un des sujets pour lesquels les États-Unis utiliseraient des armes nucléaires et risqueraient un échange nucléaire avec la Russie. Ce n'est tout simplement pas le cas. C'est une question existentielle pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine seule, ou même seulement avec les Européens, n'a aucune carte en main. Elle ne peut pas jouer le jeu militaire. Elle ne le peut pas. Elle peut retarder l'inévitable de quelques semaines ou mois, mais selon le niveau de retrait des États-Unis de cette guerre par procuration, cela ira assez vite. Ce ne sera pas immédiat, mais cela ira assez vite. Réfléchissez-y. Même au Vietnam, n'est-ce pas? Il a tout de même fallu un certain temps pour que le Nord-Vietnam prenne complètement le contrôle du Sud-Vietnam. Mais c'est au moment où les États-Unis se sont retirés de la guerre par procuration que tout était terminé. C'en était fini pour le Sud-Vietnam. Ce n'était plus qu'une question de temps. Et je dois encore une fois souligner à quel point il est malhonnête de la part de Zelensky de rejeter toute forme de reconnaissance des réalités militaires sur le terrain. Car en réalité, je l'ai déjà montré lors d'une discussion précédente, mais il y a un nouveau sondage Gallup, n'est-ce pas, réalisé par cet institut de statistique américain, daté du 7 août, donc tout juste la semaine dernière, vraiment très récent, qui montre désormais que le soutien des Ukrainiens à l'effort de guerre s'effondre. Si vous regardez ce graphique, je l'ai déjà montré auparavant, nous en sommes maintenant à un point où 69% des Ukrainiens disent que l'Ukraine devrait chercher à négocier la fin de la guerre dès que possible. Et seulement 24% disent que l'Ukraine devrait continuer à se battre jusqu'à ce qu'elle gagne la guerre. En Ukraine même, ou du moins parmi les personnes sondées par cet institut. Et oui, il faudrait examiner qui cela inclut, etc. Mais supposons pour l'instant que cela représente plus ou moins un échantillon représentatif de la population ukrainienne, même s'il y a un certain biais. Ces 6900, même si ce n'est que 60 ou 55%, cela reste un nombre énorme de personnes qui disent maintenant « Non, écoutez, il faut que cela s'arrête, il faut négocier ». Et les négociations à ce stade incluront évidemment des changements territoriaux. Dire que ce n'est pas juste ou que c'est illégal, selon la façon dont vous structurez votre argument, vous pouvez effectivement avancer cet argument. Oui, et il se peut même que vous ayez raison. Raison logiquement. Oui, mais ce n'est pas la question. Il s'agit de ce qui s'est passé maintenant comme conséquence d'une guerre. Et les guerres ne sont jamais justes. Elles ne sont jamais bonnes. Elles ne sont jamais, dans ce sens, légales des deux côtés. Un camp prétendra toujours que cette guerre était illégale, n'est-ce pas? Forcément. Mais à ce stade, il faut sortir de la guerre. Et donc, en réalité, les Ukrainiens soutiennent la recherche d'une fin à cette guerre. Donc, ce processus est assez important pour moi en ce moment. Et je pense qu'en droit international, il existe de nombreuses voies, de nombreux moyens pour la Russie et les États-Unis, surtout s'ils décident de coopérer également au niveau international. Je veux dire encore une fois, si ces deux-là s'entendent sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine et sur la façon dont la fin doit se dérouler, ils peuvent même porter la question devant le Conseil de sécurité. Ils peuvent la porter devant l'ONU. Ils peuvent la porter devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ils peuvent la porter devant le Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, il y aurait la Russie, les États-Unis et la Chine, qui soutiendraient certainement tout ce que la Russie et les États-Unis proposeraient. Et puis les deux autres puissances sont la France et le Royaume-Uni. Et oui, tous deux pourraient essayer de faire échouer quelque chose. Mais nous savons à quel point le Royaume-Uni est tenu en laisse courte. Et le Royaume-Uni essaiera, mais finira par accepter ce que les États-Unis dictent. Le seul élément imprévisible, c'est la France. Mais avec la France et Macron,
il est raisonnable de penser qu'ils pourraient être convaincus de ne pas voter contre. Ils n'ont pas besoin de voter en faveur de ce que proposent les autres. Ils n'ont simplement pas à voter contre. On pourrait même imaginer une résolution du Conseil de sécurité. Voilà à quel point la coopération entre ces deux États est puissante, s'ils parviennent vraiment à un grand accord. Et je suis absolument certain que cet accord, pour Vladimir Poutine, inclura une structure de sécurité, car ils disent depuis longtemps que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce dont ils ont besoin. They've been saying that this is what they want, this is what they need. They need some sort of cooperative way forward. Ils ont besoin d'une forme de coopération pour avancer et s'assurer que cela ne se limite pas à une impasse ou à un gel des lignes de front. Encore une fois, ce que les Russes répètent sans cesse, c'est qu'ils ne veulent pas simplement un Minsk III, pas juste un gel de la situation, car les Européens et l'OTAN s'en serviraient simplement pour se réarmer et attaquer à nouveau dans quelques années. Ce qu'ils souhaitent, c'est un accord sur une structure de sécurité coopérative. Donc, retour à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, retour au multilatéralisme, retour aux accords sur les armements, et tout cela ne peut pas forcément être inclus dans ce traité cadre. Mais le traité cadre qui pourrait être conclu afin de mettre fin à la guerre par procuration et d'aboutir à une paix par procuration, même si le mandataire lui-même n'est pas d'accord et même s'il continue à se battre, ce que l'on peut y inclure, c'est une compréhension générale du processus à venir. Et je l'ai répété à de nombreuses reprises. Les Russes raisonnent en termes de processus. Les Russes ne pensent pas en termes d'accords nets, conclus d'une poignée de main, puis c'est terminé. Ils réfléchissent à ce qui va se passer ensuite et à la manière d'orienter la politique mondiale dans un sens favorable à la Russie. Alors, comment aller de l'avant, non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour améliorer les relations bilatérales avec les États-Unis, et au final, transformer cela en un processus menant à une sécurité structurelle en Europe, n'est-ce pas? Et à de nouveaux accords, à un rapprochement avec ses anciens ennemis, ce qui bien sûr finira par inclure l'Ukraine. Mais pour y parvenir, il pourrait être nécessaire d'exercer encore plus de pression. Mais si la pression vient alors des deux côtés, si elle vient aussi des États-Unis sur le plan militaire, de la Russie sur le plan économique et autrement des États-Unis, le gouvernement à Kiev a vraiment très peu de moyens de résister. Et encore une fois, je dois insister. Nous en sommes au point où la population générale en a assez, car elle a tant souffert. Les Ukrainiens ont tant souffert de cette guerre par procuration irresponsable que l'administration Biden et l'Occident collectif mènent à travers eux, essayant encore de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Il semble désormais de plus en plus clair, y compris pour les Ukrainiens, que se battre jusqu'au dernier Ukrainien n'est pas dans leur intérêt et qu'il vaut mieux perdre du territoire, mais accepter d'y mettre fin. Et en fait inclure quelque chose, une perspective d'avenir pour les Ukrainiens, la coopération avec l'Union européenne, mais aussi la coopération avec la Russie. Vous savez, l'Ukraine. Et il faut le redire, l'Ukraine souveraine, la manière dont l'Ukraine restera dans les frontières qu'elle aura après cette paix, peut et doit encore être un pont entre l'ULDOA et la Russie. Et une Ukraine neutre, une Ukraine durablement neutre, avec des relations commerciales à la fois avec la Russie et l'UPFOE, serait un immense succès pour l'Ukraine, et elle pourrait vraiment devenir extrêmement prospère. L'Ukraine pourrait devenir fantastiquement prospère en tant que pont, si elle n'était pas un mur, une frontière, ou pire encore, un partenaire d'exécution pour une guerre par procuration. Donc, pour résumer, je pense que nous assistons désormais à une paix par procuration, la négociation d'une paix par procuration, même si la guerre elle-même se poursuit. Il semble que les Américains aient accepté cela. Les Européens, bien sûr. Non, pas les Européens, pardon.
Les Européens disent toujours qu'un cessez-le-feu doit d'abord être instauré avant que l'on puisse discuter, mais les Américains ne disent pas cela. Non, très bien, d'accord. Nous discutons, nous nous rencontrons, nous concluons des accords pendant que l'opération militaire est en cours, et une fois que nous avons les accords diplomatiques, l'opération militaire prendra également fin. Et c'est ainsi que les Russes ont obtenu gain de cause. Ils ont réussi avec cette approche en jouant sur le long terme, en menant une guerre d'usure, si horrible et terrible que cela soit. Mais maintenant, il semble que les Américains aient compris que la seule façon de s'en sortir, soit en mettant fin à la guerre, soit en se retirant et en s'en lavant les mains, c'est d'accepter de suivre les Russes et de changer de stratégie diplomatique. Merci de votre attention aujourd'hui. Thank you for your attention today.